Dans le sport, il existe des champions, des joueurs qui dominent leur génération. Il existe aussi des légendes qui marquent l'histoire de leur sport. Puis, il existe quelque chose de beaucoup plus rare, ce qu'on appelle des anomalies. Des individus qui ne se contentent pas d'être meilleurs que les autres, mais ceux qui rendent leur discipline profondément injuste. Et il y a un sport où cette anomalie est apparue, c'est le hockey sur glace. Au basket, le débat peut exister. Au football, encore plus. Et en tennis, il ne s'arrêtera probablement jamais. Mais au hockey, il n'y a plus de débat. Et il n'y en aura plus jamais. Car aujourd'hui, nous allons parler d'un joueur qui ne s'est pas contenté de dominer son sport, il l'a redéfini. Nous allons parler d'un joueur qui se faisait huer par le public tant il rendait son sport injuste. D'un joueur qui a obligé l'une des plus grandes ligues nationales professionnelles des États-Unis à changer ses règles pour préserver un minimum de suspense. Un Canadien ordinaire, devenu trésor national, nous allons parler de Wayne Gretzky, le numéro 99, The Great One, la merveille qui a transformé le hockey à tout jamais. À Brantford, une petite ville de l'Ontario au Canada, naît le 26 janvier 1961, le jeune Wayne Douglas Gretzky. Et à l'instar du tennis de table en Chine, le hockey n'est pas qu'un sport au Canada, c'est un style de vie, une culture, presque une religion. Et son père, Walter, il a cette culture dans la peau. Dès son plus jeune âge, il l'emmène voir les matchs de l'équipe du coin. Et très tôt, Wayne tombe amoureux de ce sport. À 3 ans, il patine déjà sur les lacs gelés à côté de chez lui. Un jour, son père rentre à la maison et dit à la mère de Wayne qu'il va construire une patinoire dans le jardin. Alors, non pas pour que son fils s'entraîne plus, mais parce qu'il n'en pouvait plus d'attendre des heures dans le froid à côté du lac, que son fils lui demande de rentrer à la maison. Et alors, tandis qu'il passait des centaines d'heures sur les lacs gelés, Wayne va à présent en passer des milliers dans son jardin. Et celui-ci va devenir en quelque sorte un laboratoire. Alors que l'on pouvait s'attendre à ce qu'un gamin de 5 ans s'amuse à tirer encore et toujours dans les cages en s'imaginant marquer le but de la victoire en finale du championnat du monde, Wayne, lui, il étudie la glace. La glisse de ses patins dessus, la vitesse du palais, la friction entre la crosse et celui-ci. Il essaye d'apprendre tout ce qu'il y a autour du hockey. Et cette volonté d'apprendre, il la tient de son père. Lorsque Walter l'emmenait voir des matchs, il lui donnait un exercice un peu particulier. Wayne devait s'asseoir dans les gradins et ne pas regarder le palais, mais le déplacement des joueurs qui ne l'avaient pas. Son père lui demandait ensuite où était l'espace libre, où va se déplacer le jeu, qui allait être dangereux dans 3 secondes. Wayne a appris le hockey comme une partie d'échecs. Ce n'est pas la pièce que l'on bouge qui compte, c'est la configuration du plateau. Et voyant les facilités de son fils et surtout l'amour qu'il porte à ce jeu, son père décide de l'inscrire au club de hockey du coin. Et avant que l'on rentre dans le vif de la patinoire, c'est le moment que je vous explique comment fonctionne ce sport. Un match de hockey, ça se divise en 3 tiers-temps de 20 minutes. Chaque équipe se compose de 6 joueurs avec un gardien, 2 défenseurs et 3 attaquants. L'équipe qui marque le plus de buts remporte tout simplement la partie. Et quand Wayne commence le hockey, il s'inscrit en tant que centre. C'est la place centrale de l'effectif. Celui qui dicte le jeu, harmonise le mouvement du palais et de l'équipe. Alors, Wayne n'est pas le plus grand, il n'est pas le plus rapide, il n'est même pas le plus technique. Mais il a quelque chose d'unique. Il comprend son sport infiniment mieux que n'importe qui d'autre. Il va rester dans son club de ses 6 à 10 ans. Étant attaquant, on va schématiser et dire que le nombre de buts marqués par un jeune représente sa courbe de progression. Voici la courbe d'un joueur moyen lambda. Il progresse chaque année de manière assez stable, ça, on va dire que c'est 90% des joueurs. Ensuite, il y a ceux qui sont des petits génies de leur sport. Leur courbe est exponentielle. Ils deviennent 2 fois plus forts d'année en année. Et maintenant, voici la courbe de Wayne Gretzky. À 10 ans, il marquera 378 buts en une seule saison. Pour que vous compreniez, à l'époque, en 82 matchs, il y avait en moyenne 6 buts marqués par match. C'est-à-dire que les 2 équipes, sur environ 40 joueurs avec les remplaçants, marquaient en moyenne 6 buts. À 10 ans, à lui tout seul, Wayne en marquait en moyenne 4 par match. Dites-vous que lorsqu'il entrait sur la patinoire, il se faisait huer par le public car il était trop fort. Imaginez un gamin de 10 ans qui se fait huer par des adultes matures, eux-mêmes parents d'enfants du même âge, parce qu'il rend tout simplement son sport trop injuste.
Des pétitions sont signées pour empêcher Wayne de participer au match, les entraîneurs des équipes adverses demandent sa suspension, ses entraîneurs à lui le font jouer en défense pour laisser un peu plus de chance aux autres. On en vient même à lui imposer des règles spéciales et à lui interdire des zones de la patinoire lors des matchs pour rendre le jeu un minimum plus juste. Mais même si les résultats de Wayne sont uniques, il n'est encore qu'en catégorie cadet. Le niveau dans ces ligues peut être très disparate et il n'est pas gage d'un avenir prometteur dans les ligues juniors. À 14 ans, ses parents décident donc de lui faire découvrir autre chose que son petit championnat régional et déménagent alors à Toronto pour qu'il intègre l'équipe des Young Nationals de Toronto. Problème, à la suite de retard dans le déménagement, l'équipe jeune est complète et il ne peut pas intégrer le groupe. Son père, jouant des coudes, lui trouve quand même une place dans l'équipe de Toronto. Mais non pas chez les Young Nationals, mais tout simplement les Nationals de Toronto. Une équipe de 2e division avec des joueurs de 20 ans. Gretzky a à peine fini de muer qu'il participe à des matchs avec des adultes qui font 3 têtes et 30 kilos de plus. La situation est tellement ubuesque que l'équipe n'a pas de maillot de la taille de Wayne. Gêné d'avoir un maillot qui lui arrive aux chevilles, Gretzky va coincer le coin droit de celui-ci dans son short. Habitude et signe distinctif qu'il va garder jusqu'à la fin de sa carrière. Wayne commence à faire du bruit en Amérique du Nord. S'il faisait déjà la une des journaux locaux quand il jouait à 10 ans, maintenant qu'il est dans une ligue nationale, c'est le pays tout entier qui entend parler de lui. Et s'il écrase tout à 17 ans, on ne rêve que d'une chose, c'est de le voir jouer chez les pros. Cependant, la NHL, la Ligue nationale professionnelle, équivalent de la NBA en basket, n'autorise pas la sélection de joueurs de moins de 20 ans. Heureusement, en 1978, il existait une deuxième ligue professionnelle en concurrence avec la NHL, l'AMH, qui elle n'impose pas d'âge limite à l'entrée. Très vite, Gretzky est approché par les Racers d'Indianapolis, qui lui proposent un contrat record de 1,75 million de dollars sur 7 ans, soit un salaire annuel de 250 000 $. À 17 ans, il est mieux payé que la plupart des stars de chaque équipe de la ligue. Malheureusement, Gretzky ne jouera que 8 petits matchs avec cette équipe. La raison ? Le propriétaire de l'équipe s'est rendu compte qu'il aurait peut-être dû consulter son comptable avant de proposer le contrat à Gretzky, car les Racers perdent tout simplement 40 000 $ à chaque match du joueur. La franchise décide alors de vite s'en séparer pour se sortir de ce gouffre financier. Deux équipes se positionnent alors sur le joueur, les Jets de Winnipeg et les Oilers d'Edmonton. Sur les conseils de son père, Wayne choisit de porter la tunique orange et bleue des Oilers. Alors qu'il finit la saison en tant que meilleur marqueur et le titre de meilleur recrue de l'année, l'AMH vit ses dernières heures. Créée au début des années 70 pour concurrencer la NHL, la jeune ligue n'aura pas fait le poids et sera dissoute à la fin de la saison 1978. Si certaines équipes de la ligue disparaissent tout simplement, 4 d'entre elles vont intégrer la NHL la saison suivante, et les Oilers en font partie. En 1979, Wayne Gretzky va donc fouler ses premières patinoires de NHL. Au cours de sa première saison, Gretzky marque 52 buts et réalise 85 passes décisives. Avec 137 points, il devient le 3e meilleur pointeur de l'histoire de la ligue. À seulement 18 ans, il est nommé non pas en tant que meilleur rookie de la saison, mais en tant que meilleur joueur de toute la ligue. Il reçoit également le trophée Lady Byng, récompensant le joueur le plus fair-play de la ligue. Wayne est aussi bien un leader au niveau statistique que dans l'état d'esprit. Et je profite de cette fin de saison pour vous expliquer le fonctionnement de la ligue. La ligue est divisée en 2 conférences. Après une saison régulière de plus de 80 matchs, les meilleures équipes de chaque conférence se qualifient pour les playoffs. Une confrontation, ou série, en playoffs se fait en 4 matchs gagnants, et les vainqueurs de chaque conférence s'affrontent dans l'équivalent du Super Bowl, la Coupe Stanley. Sur sa première saison, Gretzky et les Oilers se qualifient pour les playoffs. Mais aussi fort puisse être Wayne, le hockey est un sport d'équipe, et en termes d'équipe, les Oilers ne sont pas encore au niveau des meilleurs collectifs de la ligue. Ils s'inclinent logiquement au premier tour des playoffs contre Philadelphie, futur finaliste. Si lors de ses 2 premières années, Gretzky a montré qu'il avait plus que sa place dans l'élite, sa 3e saison va le faire rentrer dans la légende à peine 20 ans. Au hockey, comme dans toute discipline, il existe des statistiques, des records, des barres mythiques qui sont considérés soit comme inatteignables, soit irréalisables de nouveau, car datant d'un autre temps. Et parmi celles-là, il y a la barre du 50-50, les 50 buts en 50 matchs. Cette statistique n'a été réalisée que 2 fois dans l'histoire, dont la première fois en 1945, un autre temps. Et alors que les Oilers reçoivent l'équipe de Philadelphie le 2 janvier, Wayne est à 45 buts. On se dit que le record est pour dans 2-3 matchs. Mais celui que l'on commence déjà à surnommer The Great One, la merveille, ne vise pas le symbolique, il vise l'absurde.
Et ce soir-là, le monde du hockey va vivre une nuit comme ils n'en vivront plus jamais. Moves to the near board, gives it to Coffey, hit quick shot, wide of the net, Gretzky score! Now that is the magician, but let's see, that one's got to be a beauty. To Gretzky, Gretzky inside, score! What are you going to do? Here's Gretzky looking for a break. Control, Coffey, right wide, Gretzky, cutting inside of Hoffmeyer, goal! What a goal! What a goal! The thunder comes! Tear me apart! You've been thunderstruck! Corner fires in front. Here is our next net chance for Gretzky with 5 seconds. Got 50 goals before anybody else got 30. We just watched history here. I'll tell you, I don't know anybody ever going to break down. Les Oilers s'imposent 7-5. Sur les 7 buts de l'équipe, 5 ont été marqués par Gretzky. Il devient seulement le 3e joueur de l'histoire à atteindre cette barre mythique des 50 buts en 50 matchs. Mais j'ai oublié un détail. Ce match, ce n'était pas le 50e de la saison, ni le 49e, mais seulement le 39e. Ce que personne n'arrivait à faire, lui il l'a fait avec 11 matchs de moins. À la fin de la saison, Gretzky finit avec 92 buts, explosant là aussi le record historique qui était de 76 buts. 11 matchs d'avance, 16 buts de plus. Vous vous dites déjà que la saison est parmi les plus grandes, si ce n'est la plus grande de l'histoire. Mais depuis le début, j'omets volontairement une chose. Aussi irréaliste que cela puisse paraître, marquer des buts, ce n'est pas le point fort de Gretzky. Au hockey, au niveau statistique, un joueur a 2 moyens de marquer des points. Soit en marquant un but, soit en faisant une passe décisive. Ces 2 actions rapportent 1 point au joueur. En 1981, le record de points marqués sur une saison date de 1971, où Phil Esposito, en plus de marquer les fameux 76 buts, avait délivré 76 passes décisives, portant pour la première et seule fois de l'histoire le total au-dessus de la barre symbolique des 150 points en une seule saison. Dépasser cette marque des 150 points était déjà considéré à l'époque comme un exploit inatteignable, offrant à celui qui la passe une place directe au Hall of Fame de ce sport. Wayne Gretzky, 20 ans, en plus de ses 92 buts, délivrera 120 passes décisives, le faisant terminer la saison avec un total de 212 points. Ce n'est même plus battre un record, c'est créer une avarie statistique. C'est comme si demain, le record du monde du saut en longueur était battu de plus d'1 mètre d'un seul coup. Il n'y a aucune logique derrière ce chiffre. D'ailleurs, en 2026, soit 45 ans plus tard, la barre des 200 points n'aura été dépassée que par 4 noms. Et quand je dis 4 noms, c'est 4 fois le même. À seulement 20 ans, Wayne, même pas encore en âge de boire de l'alcool aux États-Unis, est déjà considéré comme l'un des plus grands de tous les temps. La presse, le public, ses adversaires, ses coéquipiers, même ceux qui ne regardent pas le hockey connaissent son nom. Et à ce point de l'histoire, une chose devient claire. Gretzky n'est pas simplement un joueur exceptionnel, il est le centre de gravité de son sport. Mais s'il est dominant, le joueur n'est que le côté face de son propre mythe. Quand le numéro 99 est sur la patinoire, son père n'est jamais à plus de 2 mètres de celle-ci. Wayne et Walter sont un véritable duo. Si c'est grâce à lui que Wayne a développé cette lecture de jeu si particulière, son père continue de le suivre et le soutenir tout au long de sa carrière. La raison pour laquelle autant d'images d'archives existent, c'est qu'il a pris un soin tout particulier à tout enregistrer. Le premier fan de Gretzky, c'est son père lui-même. Partout où Wayne va, Walter y est. Lui-même est une star, il signe des autographes. Quand un documentaire ou reportage est fait sur son fils, vous pouvez être sûr que Walter sera dedans. Même dans les pubs dont Wayne est l'égérie, son père est à ses côtés. Issu d'une famille modeste qui a tout sacrifié pour sa réussite, fils aimant et aimé, fair-play sur le terrain et humble en dehors. Gretzky est le sportif idéal,
et l'Amérique adore ça. Elle l'adule pour ce qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il représente. Mais pour entrer dans le débat du GOAT, si c'est important, voire très important de battre des records, sans titre, même le plus grand joueur ne peut être considéré comme tel. Or, aussi fort puisse être le numéro 99, dans un sport collectif, on ne peut pas tout faire tout seul. Si dans ses premières saisons Gretzky faisait partie d'une équipe jeune, après une nouvelle défaite en finale lors de la saison 83, les Oilers comprennent que l'objectif n'est plus de construire une équipe forte, il faut construire une équipe pour Gretzky, compatible avec sa vision de jeu. La franchise va alors se doter de 2 attaquants techniques et habiles pour recevoir les passes de Gretzky, mais surtout capables de suivre sa lecture de jeu. En défense, 2 joueurs tout aussi techniques, mais surtout 2 gardes du corps pour faire passer l'envie aux adversaires de trop cibler leur capitaine physiquement. Avec cette équipe, Gretzky et les Oilers transforment la façon de jouer au hockey. L'équipe joue très vite, trop vite. Elle ne cherche pas les duels, elle cherche les espaces. Et personne ne sait mieux trouver les espaces que le numéro 99. Ses coéquipiers diront que jouer avec Gretzky, c'est comme avoir quelqu'un qui vous donne les réponses avant le début de l'examen. Il savait où vous alliez être avant même que vous le sachiez. Gretzky dira un jour une phrase restée dans la légende « Je ne vais pas où le palais est, je vais où il sera ». Les Oilers deviennent l'équipe la plus dominante de sa conférence. Gretzky termine une nouvelle fois la saison au-dessus des 200 points, il est pour la 4e fois consécutive nommé MVP de la saison, et les Oilers se retrouvent en finale face à une autre équipe en orange et bleu, les Highlanders de New York. Si depuis 4 ans que Gretzky a fait son entrée dans la ligue, les Oilers perdent en playoff, depuis 4 ans, les Highlanders, eux, ils gagnent les playoffs. La franchise de New York a mis en place une véritable dynastie et son quadruple tenant du titre. Leur dernière coupe Stanley ayant d'ailleurs été remportée en écrasant les Oilers de Gretzky en finale 4-0. L'expérience contre la jeunesse, le passé glorieux contre un futur prometteur, perpétuer une dynastie ou en créer une nouvelle avec Gretzky à sa tête, voilà l'enjeu de cette finale. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, Yeah, and the world's gonna know your name. yeah, 'Cause you burn with the brightest flame, yeah, and the world's gonna know your name. yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame, and the world's gonna know your name. Cause you burn with the brightest flame, and the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion, be a champion, be a champion, be a champion. The walls of the Hall of Fame. Be strong. À 23 ans, Gretzky et les Oilers soulèvent leur première coupe Stanley. Et cette victoire n'est pas une simple victoire, c'est un véritable passage de témoin. L'année d'après est un copier-coller de la précédente. 208 points, MVP, et les Oilers se retrouvent une nouvelle fois en coupe Stanley. Ils y affrontent les Flyers de Philadelphie. Si l'année dernière la finale mettait en avant l'affrontement de 2 époques différentes, celle-ci a pour but unique d'opposer un joueur contre toute une équipe. Philadelphie a une idée bien en tête pour aborder cette finale. Réduire au silence The Great One, et si cela doit passer par la violence, alors violence ignore. Le premier match est une brutalité absolue, même pour un match de hockey. Contact à la limite de la règle, pressing constant, défense agressive. Les Flyers asphyxient la merveille et à la surprise générale gagnent le premier match sur le score de 4-1. Alors, quand le deuxième match commence, comme ça a marché la première fois,
Les Flyers repartent avec leur même stratégie ultra agressive sur Gretzky. Mais vous avez déjà essayé de faire la même ouverture 2 fois d'affilée sur un grand maître aux échecs? Si la première fois vous pouvez gagner sur un énorme malentendu par l'effet de surprise, la deuxième fois, si vous commencez pareil, il aura compris ce que vous essayez de faire et vous serez mat en 3 coups. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Gretzky. Si vous concentrez tous vos efforts sur un seul joueur, ça veut dire de facto que les autres sont beaucoup plus libres. Et le problème, c'est que le joueur que vous marquez à la culotte, c'est celui qui a la meilleure vision de jeu de l'histoire. Plus il est marqué, plus ses coéquipiers deviennent dangereux. Le résultat, un contrôle total du match et une victoire 3-1 de Edmonton. Les Oilers égalisent à 1 match partout. Philadelphie comprend alors qu'ils ne peuvent plus seulement se concentrer sur Gretzky, cela libère trop d'espace pour ses coéquipiers. Du coup, pour le 3e match, ils doivent revenir à une défense plus globale. Grave erreur. The Stanley Cup champions of 1985. Les Oilers plieront la finale sur un violent 8-3 avec 1 but et 3 passes décisives de Gretzky. Les Oilers gardent leur croix. La domination des Oilers, la domination de Gretzky sur ce sport est d'une autre dimension. Et voici un exemple pour illustrer le grand n'importe quoi du niveau de ce joueur à cette époque. Dans les ligues fantasy, sorte de jeu de simulation où chaque journée vous pouvez composer votre équipe avec n'importe quel joueur de la ligue, et plus les joueurs de cette équipe font des bons matchs, plus vous aurez de points. Gretzky, lui, il est divisé en 2 joueurs différents. Un Gretzky pour les buts et un Gretzky pour les passes décisives. C'était tellement évident que le numéro 99 allait marquer et faire des passes décisives à chaque match, que vous ne deviez non pas choisir s'il allait le faire, mais qu'est-ce qu'il allait le faire le plus. Sur le terrain, les équipes adverses ne savent plus quoi faire. Et quand arrive la saison 85-86, c'est presque dans un aveu d'échec que la Ligue va mettre en place une règle ayant pour but très clair de limiter l'œuvre de Gretzky. Alors attention, la mise en place de nouvelles règles fait partie intégrante de tout sport et de ses évolutions. Plus l'équipement, les athlètes, la popularité d'un sport évoluent, plus les sujets évoluent pour correspondre aux standards de son époque. Mais dans le cas présent, même si la Ligue évoque officiellement la volonté de rendre plus fluide le jeu, toute personne prenant connaissance de cette règle comprend son but caché. Elle est là pour rendre Wayne Gretzky moins fort. Il faut savoir qu'au hockey, certaines fautes entraînent des pénalités de 2 minutes. Pendant 2 minutes, le joueur qui commet la faute est exclu et son équipe devra jouer à 4 contre 5 pendant ce laps de temps. On appelle ça un power play pour l'équipe qui a subi la faute. Or, il existe aussi des situations où les 2 équipes font une faute sur la même action, lors de bagarres notamment. Dans ce cas, les 2 équipes se retrouvent à 4 contre 4. Au début des années 80, Gretzky et les Oilers marquaient quasi systématiquement dans les situations de 4 contre 4. Moins de joueurs sur le terrain, moins de variables à prendre en compte et plus d'espace libre sur la patinoire. Du pain béni pour Gretzky. La situation est tellement avantageuse pour lui que les Oilers cherchaient parfois volontairement la double faute pour s'assurer que Gretzky marque ou fasse marquer son équipe en 4 contre 4. Et même en sachant ça, même en pouvant l'anticiper, les équipes adverses ne peuvent rien faire. Alors, si on ne peut battre Wayne sur le terrain, la Ligue va essayer de le battre sur les règles. À partir de maintenant, lorsque 2 joueurs des 2 équipes sont suspendus 2 minutes en même temps, les 2 équipes font rentrer 2 autres joueurs pour rester à 5 contre 5. La situation de 4 contre 4 n'existera plus en NHL. Quand la saison 85-86 commence, Gretzky entre sur la patinoire avec une nouvelle règle l'empêchant d'être aussi dominant qu'avant. Et effectivement, Wayne Gretzky fait sa plus mauvaise saison en tant que buteur depuis ses débuts, avec seulement 52 buts dans la saison. On pourrait se dire que la Ligue a réussi son coup. Ils les ont un peu trichés en créant une règle spéciale, mais c'est bon. Le jeu devient plus équitable, même avec Gretzky. En plus de ses 52 buts, la merveille livrera 163 passes décisives en une seule saison. Aujourd'hui encore, la personne qui s'est le plus rapprochée de cette stat, hors Gretzky lui-même, pointe à 114 passes décisives. L'année où on lui met un boulet au patin, est donc l'année où Gretzky, avec 215 points, signera la meilleure saison de l'histoire de son sport. Le monde du hockey abdicte.
Il a tenté de limiter l'anomalie, elle s'est adaptée. The Great One est au-dessus. Il n'y a plus rien à faire, si ce n'est admirer un joyau brut, que l'histoire ne reverra plus jamais. En 3 ans, Gretzky aura gagné 2 coupes Stanley supplémentaires. En 5 ans, les Oilers auront remporté 4 titres. Les franchises d'Edmonton dans les années 80, encore aujourd'hui, sont considérées comme l'une, si ce n'est la meilleure équipe de l'histoire. Plus qu'une star, Gretzky est considéré comme un héros national, le trésor canadien. À l'été 88, alors qu'il se marie avec l'actrice américaine Janet Jones, son mariage est retransmis sur l'intégralité des télés du pays. Le décorum n'ayant rien à envier au mariage princier de la famille royale anglaise. We interrupt this program to bring you a special report from Eyewitness News. More aftershocks in 2 countries today from what just might be the biggest sports trade of all time. Last Wednesday, when we first told you about this story, nobody believed. Good evening, or is it? Most of us heard the astonishing rumor over breakfast this morning. Coffee cups stopped in midair, radios were suddenly turned up. He's going. Well, this morning I didn't believe it, and now I'm so broken up I can't talk about it. Just heard on the radio 10 minutes ago, and it's a real shock. I think it's the pits. Personally, I think he's kind of a traitor leaving the city after we've brought him up from nothing. It's my 22nd wedding anniversary today, and then a catastrophe like this. It's just unbelievable. I'm really shook up. I could stand here and cry. I'm not a real hockey fan, but he's part of us. I'm devastated. I just think I cried with him yesterday. Every time I see the interview, I blubber again. Promised Mess I wouldn't do this. But as I said, there comes a time when Le 9 août 1988, Wayne Gretzky ne finira jamais sa phrase. Son club des Oilers, en difficulté financière, annonce se séparer de la merveille canadienne. Les supporters d'Edmonton sont sous le choc. Mais ce qui plonge le Canada tout entier dans le chaos, c'est qu'il ne quitte pas seulement sa ville, mais le Canada lui-même. The Great One s'en va poser ses valises en Californie, dans la franchise des Kings de Los Angeles. Dans le plus gros trade de l'histoire des sports américains, le numéro 99 est échangé avec 3 autres joueurs, contre 2 joueurs de la franchise californienne, 3 premiers choix de draft et 15 millions de dollars. Le pays de la feuille d'érable n'en croit pas ses yeux. Leur héros national quitte le pays pour défendre les couleurs d'une franchise américaine. La population parle de trahison au pays. Des pétitions sont signées par centaines de milliers pour empêcher l'échange et par dizaines de milliers pour avoir la tête du président des Oilers. Même les politiques et sénateurs canadiens essayent de faire annuler l'échange. Mais l'affaire est déjà conclue. Et pour la première fois en NHL, le numéro 99 ne portera plus les couleurs orange et bleu, d'à présent la plus célèbre franchise de la Ligue. Tout ça pour en plus aller dans une région où le hockey n'existe quasiment pas. Si la Ligue est binationale, ce sport reste majoritairement canadien et nord-états-unien. Si le président des Kings a cassé la tirelire pour faire venir la superstar de son sport, l'enjeu n'est pas que sportif. Avec l'arrivée du Canadien,
le hockey allait exploser en Californie et aux US dans sa globalité. Depuis toujours dans l'ombre de ses colocataires basketteurs des Lakers, la franchise des Kings ne jouit pas d'une très grande popularité. Pourtant, dès le début de la saison, tous les matchs à domicile sont à guichet fermé. Les stars hollywoodiennes viennent à la patinoire voir le mythe en vrai. Ce sport devient cool sur la Golden Coast. Les jeunes commencent à troquer leur basket pour des patins. À la fin des années 80, seulement 4830 Californiens étaient licenciés dans ce sport. 20 ans plus tard, c'est plus de 25 000, plaçant l'État comme le 7e État des États-Unis en termes de joueurs. Gretzky ne se contente pas de dominer son sport, il est le hockey lui-même. Avant 1980, une seule franchise était située dans le sud des États-Unis. 30 ans plus tard, ils sont à présent 10. Et si le pari économique de la franchise est réussi, ce transfert est également un gros pari sportif pour Gretzky. Il quitte la meilleure équipe de la ligue, construite spécialement autour de lui, pour rejoindre la 18e équipe du championnat. Et j'aimerais vous dire qu'il précipite sa fin de carrière. Pour la narrative, j'aimerais beaucoup vous dire ça. Mais lors de son premier match, pour son premier tir sur sa première possession du palais, Gretzky marque son premier but sous les couleurs des Kings. Sous les -20 d'Edmonton ou les 30 degrés de LA, quand il est sur la patinoire, Gretzky est seul au monde. Il finira de nouveau la saison au-dessus des 150 points, MVP de la saison, et emmène les Kings en play-off. Et, parfois, le destin peut être un peu joueur, car l'équipe qui va affronter au premier tour n'est autre que les Oilers d'Edmonton. Alors qu'au début du 5e match, les Oilers menaient 3 matchs à 1, les Kings vont remporter les 3 suivantes pour que Gretzky élimine son ancienne franchise. Malheureusement, ils tomberont lourdement au tour suivant en perdant 4-0 contre les Calgary Flames, les futurs vainqueurs de la Coupe. Bien que ne gagnant pas de titre, le pari des Kings et le pari de Gretzky est une réussite, aussi bien sportive qu'économique. Et si Gretzky continue à partir de là, à creuser l'écart de ses nombreux records, alors que la saison 92-93 commence, Wayne Gretzky n'est pas là. Après plus de 10 saisons pleines et sans blessure, le corps le rattrape, et la merveille est victime d'une hernie discale qui nécessite une opération chirurgicale. Même si l'opération se passe bien, les médecins lui demandent d'arrêter le hockey. Déjà que le sport est extrêmement brutal en lui-même, le numéro 99 est ultra ciblé par les équipes adverses. De plus, même si Gretzky vient d'aligner 11 saisons à plus de 100 points, le problème, quand vous avez mis la barre à un niveau jamais atteint, c'est que quand vous devenez simplement très bon, on commence à vous critiquer. La presse et les observateurs disaient déjà qu'il était sur le déclin. Alors cette grosse blessure à 32 ans, c'est la fin pour ce joueur. L'ultime coup de grâce étant que quelques mois à peine avant sa blessure, le père de Wayne Gretzky est victime d'une rupture d'anévrisme. Si elle ne lui a pas été fatale, elle a fortement touché sa mémoire et il ne reconnaît pas directement son fils lorsqu'il lui rend visite. Time for me, from the early 70s, most of the time to the end of the 90s, doesn't exist. I didn't even know who my children were for a while. They put pictures on the wall at the hospital of all the kids. I didn't know who they were. Son mentor, son idole, son père, celui à qui il doit tout, ne le reconnaît plus. Wayne est au fond. Il pense même à mettre un terme à sa carrière pour s'occuper de sa famille. Mais au fil que l'on narre, analyse et suit les carrières des plus grands joueurs de l'histoire, on remarque quelque chose. Tous ces joueurs ne jouent pas que pour la gloire, pour les records ou les titres. S'ils jouent aussi longtemps et aussi bien, c'est parce qu'ils portent un amour inconditionnel en leur sport. Et Wayne Gretzky est un vrai drogué de hockey. Alors que lors des 32 premiers matchs de la saison, Wayne est en rééducation, il fait son retour sur la glace le 6 janvier 1993 pour son 1000e match en NHL. Si son retour marque aussi sa plus longue disette avec plus d'1 mois sans marquer un but, l'équipe arrive à se débrouiller tant bien que mal avec un Gretzky sur une jambe et rafle la dernière place en play-off. Pour les journalistes et le monde du hockey, c'est acté. Gretzky n'est plus le même et il ne le sera plus jamais. Pour Gretzky, c'est acté aussi. Il va leur rappeler qu'il n'est pas appelé la merveille pour rien. Where have all the good men gone and where are all the gone? Where's the streetwise Hercules to fight the rising odds? Isn't there a white knight upon a fiery steed? Late at night I toss and I turn and I dream of what I need.
they go on to meet the Montreal Canadiens in a heartbreaking loss for the Maple Leafs tonight and a big win for the LA Kings. Wayne amène pour la première fois de son histoire la franchise des Kings en Coupe Stanley. Elle oppose Gretzky, le plus grand joueur de tous les temps, contre la franchise la plus mythique de tous les temps, les Canadiens de Montréal. Gretzky possède 4 Coupes Stanley. La deuxième franchise la plus titrée en a 13, les Canadiens de Montréal en ont 23. The Greatest Team contre The Greatest Player. La ville qui a inventé le hockey contre le joueur qui l'a réinventé. La finale ne pouvait être plus belle et tout le monde en salive déjà. Now, a 24th Stanley Cup banner will hang from the rafters of the famous Forum in Montreal. The Canadiens win the Stanley Cup. Quand on retrace la carrière d'une légende, on ne rêve que d'une chose, c'est que celle-ci se termine en apothéose, sur une victoire, un titre, un dernier moment de magie avant de faire ses adieux. Mais le sport ne fonctionne pas comme un film. Il ne vous demande pas votre avis pour écrire la fin. En 1993, c'est la dernière fois que l'on verra Wayne patiner pour le titre. Après ça, il continuera encore 2 ans chez les Kings, avant de passer chez les Blues de Saint-Louis, et pour finir sa carrière aux Rangers de New York, pour, comme un symbole, y jouer son dernier match en 1999. Pas de scénario hollywoodien, pas de dernier trophée, juste une patinoire, un public debout, et la fin d'une ère. En 20 ans de carrière, The Great One aura mis en place tellement de records que des vidéos sont publiées non pas pour les énumérer, mais pour faire le top des 25 qui sont les plus impressionnants. Wayne raccrochera les patins avec 2891 points, plus de 1000 points d'avance sur le deuxième. Et si ce chiffre ne vous semble pas assez fou, dites-vous que si vous prenez l'ensemble des buts en carrière, que vous lui enlevez dans le comptage de ses points, il sera quand même le meilleur pointeur de l'histoire. Ce ne sont pas des lignes statistiques que Gretzky a écrites, mais des anomalies, des bugs dans la matrice de son sport. Dès lors, comment rendre hommage à un tel individu ? Dans les sports US, il existe un honneur suprême pour tout athlète. Quand vous avez tellement marqué une franchise lors de votre carrière, celle-ci peut décider de retirer votre numéro de l'équipe et de le suspendre en haut dans son stade. Comme pour dire qu'après votre passage, plus personne n'aura les épaules pour porter votre numéro. En 1999, après le dernier match de Gretzky, les Edmonton Oilers retirent le numéro 99. Quelque temps plus tard, les Kings de LA retireront également le numéro. Mais en 2000, à la veille de la première saison sans Gretzky depuis plus de 20 ans, la plus grande ligue de hockey au monde prend une décision unique dans l'histoire. À partir de ce jour-là, le numéro 99 est retiré de l'intégralité des franchises de la ligue. Personne, plus jamais, ne pourra porter ce numéro en NHL. Même dans le reste du monde où ce numéro est disponible, personne n'ose le revêtir. Pas parce qu'il appartenait à un grand joueur, mais parce qu'il s'agissait d'un changement d'échelle. Ce nombre n'a pas dominé le hockey, il a changé la définition de ce qui était possible. À la fin du siècle dernier, un nombre a toujours été en avance sur son sport. Mais depuis son départ, le hockey ne cherche plus à le dépasser. Il cherche simplement à s'en rapprocher. Le numéro 99 n'est pas un numéro, c'est une frontière, celle entre l'excellence et l'impossible. Il est synonyme d'un mythe, d'une anomalie historique, d'un nom. Celui de Wayne Gretzky, The Great One, la merveille, ou tout simplement le GOAT.